Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1er, questions pratiques de socialisation. Un rappel des éléments de sociologie. 1. Définition. Sociologie, étude scientifique du fonctionnement des sociétés humaines et des faits sociaux, Auguste Comte. Sociologie de l'éducation. Elle étudie les influences sociales qui jouent sur le devenir scolaire des individus. Organisation des systèmes scolaires, mécanismes d'orientation, niveau socio-culturel des parents, attentes des enseignants, attentes des parents, intégration des valeurs et des normes sociales par les élèves. 2. But général de la sociologie. Le but général de la sociologie est d'étudier le fonctionnement des groupes humains, de trouver des relations entre les phénomènes sociaux, de comprendre l'organisation et le fonctionnement des sociétés. Cette science des sociétés se préoccupe de répondre à des questions du type: quels sont les intérêts, les valeurs des élites qui dirigent l'État? Quels sont les effets de la technique sur les conditions de travail? Quelles sont les causes du changement social? Etc. Dans le contexte de la sociologie de l'éducation, les questions posées aux sociologues seront les suivantes. Quelle est l'incidence du milieu familial sur la réussite scolaire? Quels sont le rôle social et la place de l'école? Quelles sont les caractéristiques sociales des enseignants? Quelle est l'influence de la massification de l'enseignement sur l'organisation de l'école? Etc. 3. Les prémices intellectuelles. Le vaste mouvement de modernisation des sociétés occidentales qui s'est poursuivi au cours du XXe siècle, avec ses développements scientifiques, économiques et sociaux, a créé de nouveaux besoins et offert de nouveaux potentiels humains d'éducation. C'est autour des problèmes liés à l'expansion scolaire et aux inégalités sociales devant l'école que s'est structurée la sociologie de l'éducation contemporaine. Mais ces prémices intellectuelles s'enracinent dans des interrogations plus anciennes sur les fondements de l'ordre social, au regard de l'évolution des sociétés sur le long terme. La question de la signification de cette évolution à l'échelle de l'histoire des sociétés humaines a fait l'objet des premières réflexions proprement sociologiques sur l'éducation. Cette question a été suscitée tant par le besoin de réorganisation sociale dans la période post-révolutionnaire, que par l'entrée dans l'ère industrielle. À ce sujet, parmi les grands penseurs du XIXe siècle, ni Marx ni Spencer n'ont accordé un rôle premier à l'éducation formelle. Dans l'esprit même du projet des sciences sociales au XIXe siècle tel qu'il s'exprime en tout premier lieu dans la perspective consiste, il s'agit, selon la formule mise en exergue par Lucien Lévy-Bruhl, non pas d'expliquer l'humanité par l'homme, mais au contraire l'homme par l'humanité. Les doctrines sociales alors développées tenaient les changements majeurs des conditions de la vie sociale pour les ressorts fondamentaux du devenir humain. Suivant la théorie évolutionniste de Spencer d'inspiration lamarckienne, le développement de l'homme dépend d'un long processus d'adaptation par interaction avec l'environnement. Il est corrélatif d'une transformation des sociétés conçues suivant le modèle biologique d'évolution par différenciation des fonctions sociales. La doctrine marxienne opère de son côté une inversion du rapport spéculatif entre l'identité humaine et les rapports sociaux. Comme ces derniers sont supposés déterminés par l'organisation économique du travail et pensés en termes d'antagonisme de classe, l'émancipation de l'homme dépend en premier lieu de l'abolition de la division du travail. Les conceptions relatives à la constitution de la personne sociale humaine se sont formées en se positionnant en partie par rapport à ces grandes doctrines scellant, par là même, leur héritage. Le modèle biologique d'évolution a par exemple marqué le développement des sciences sociales américaines. L'hypothèse d'une continuité fondamentale entre les genres humain et animal a sous-tendu une conception dominante de l'esprit humain comme principalement engagé dans la médiation entre l'environnement et les besoins de l'organisme. Par les grands fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim et Max Weber ont été particulièrement préoccupés par l'impact sur l'éducation du mouvement de rationalisation des sociétés modernes, et notamment par la disparition des valeurs transmises jusqu'alors par la religion. Mais Weber ne s'est intéressé à l'éducation que de manière indirecte, à travers l'étude comparée des institutions sociales.
Appliquées à la rationalisation bureaucratique des sociétés occidentales comme à la formation des hauts fonctionnaires lettrés en Chine ancienne, ces analyses portent essentiellement sur les modes de légitimation des statuts sociaux par l'éducation en liaison avec les types de domination politique. L'éducation n'a pas chez lui le rôle social structurant qu'elle revêt chez Durkheim. Chez Durkheim, l'ordre humain repose sur ce médiateur plastique qu'est le monde social. Il a œuvré à montrer que le mouvement moderne de laïcisation ne rendait pas moins nécessaires les fonctions éducatives légitimées antérieurement par les idéaux chrétiens en Occident, l'éducation morale et la formation intellectuelle. Les travaux de Durkheim et Weber, auxquels s'ajoutent ceux de Waller, qui élabore une approche interactionniste de la classe dans la lignée de l'école de Chicago, représentent des contributions majeures à la sociologie de l'éducation, mais marginales pour la période antérieure aux années 1940. 4. Les prémices institutionnelles. D'un point de vue institutionnel, les rapports de la sociologie à l'éducation se sont constitués, dans le pays où ils furent développés de manière précoce, autour des problématiques éducatives et non pas sociologiques à proprement parler. Les questions éducatives ont fait l'objet aux États-Unis de la création de nombreuses revues nationales dont certaines, le Journal of Education, le School Journal, le American Journal of Education étaient déjà bien établies dans les années 1880. School and Society, issu du mouvement pour l'efficience sociale, paru en 1915. La National Society for the Study of Education, ex-National Herbar Society fondée en 1895, a publié chaque année depuis 1901 des ouvrages de synthèse sur les thèmes éducatifs. Au départ, idées et théories s'y trouvaient débattues ouvertement. Mais avec la massification du système éducatif américain, et la multiplication corrélative des départements d'éducation dans les universités ainsi que des associations de professeurs, les écoles de pensée ont tendu à être érigées en institutions spécifiques. Les disputes doctrinales ont tendu à évincer les analyses de validité, à l'instar de la controverse entre défenseurs du pédocentrisme et défenseurs du curriculum centré sur les disciplines. Le concept de sociologie de l'éducation renvoyait alors au corpus constitué autour de la sociologie éducative, Educational Sociology, définie comme l'application de la sociologie à la solution de problèmes éducatifs fondamentaux. La National Society for the Study of Educational Sociology fut créée en 1923, et le journal Educational Sociology fondé en 1927. À travers la sociologie éducative s'est développée une littérature hétérogène faite d'un mélange d'analyses empiriques infrathéorisées et des perspectives normatives qui ne laissaient pas en général distinguer sociologie du sens commun et science. La sociologie éducative constituait une branche de l'éducation plus que la sociologie, destinée principalement à la formation des enseignants. Le processus éducatif représentait pour elle un processus de socialisation, susceptible d'être manipulé pour améliorer le développement de la personnalité dans l'optique de la préparation à la vie sociale, et notamment de la formation du citoyen. Elle a suscité à ses débuts un intérêt mitigé de la part des sociologues. Elle s'est trouvée surpassée par des travaux plus strictement sociologiques, appliqués à l'analyse empirique des systèmes éducatifs. Cette réorientation des problématiques éducatives en sociologie a été sanctionnée par la disparition en 1963 du journal Educational Sociology et par sa reconstitution, sous l'égide de la American Sociological Association, avec le titre de Sociology of Education. En Allemagne s'est aussi développée de manière précoce, sous le nom de Sozialpädagogik, une sociologie pédagogique, avec une orientation normative comparable à celle de la sociologie éducative américaine. La sociologie de l'éducation britannique s'est, elle, plus rapidement détachée de l'Educational Sociology, en bénéficiant dès les années 1930 de travaux de la London School of Economics. Animés par des préoccupations socialistes fabianistes, ces derniers étaient sous-tendus par l'intérêt porté au rôle de l'éducation dans la production et la perpétuation des différences entre les classes et dans la promotion de la mobilité sociale. En France, c'est bien aussi à partir de préoccupations pédagogiques, par la charge de cours universitaires en sciences de l'éducation,
qu'un sociologue tel que Durkheim avait développé des conceptions proprement sociologiques sur l'institution scolaire. Ces dernières soutenaient alors sa conviction quant au rôle que devait jouer la sociologie pour la justification d'une pédagogie rationnelle. Elles ne connurent néanmoins pas de postérité intellectuelle après les années 1920. 5. La sociologie de l'éducation et son objet. La sociologie de l'éducation présente l'approche scientifique de l'éducation comme phénomène social. À cet égard sont exclus du concept d'éducation, d'après Znańecki, les influences multiples, qu'elles soient naturelles ou culturelles, qui affectent le développement d'un individu, mais qui ne sont pas initiées par un éducateur dans ce but. La première fonction de la sociologie de l'éducation est d'étudier objectivement et comparativement ces espèces distinctes de systèmes sociaux. Les relations éducatives, les rôles éducatifs, les groupes éducatifs, dans différentes sociétés passées et présentes dans le monde entier. Cependant, l'éducation comme abstraction institutionnelle au même titre que la famille, la politique ou la religion n'est pas pour autant un phénomène socialement autonome. De la définition intentionnelle de l'éducation à son résultat, une évolution qui s'accompagne de progrès, la limite n'est pas fixe qui invite le sociologue à prendre aussi en compte, dans l'analyse même de l'éducation comme institution sociale, ses aspects non formels. 6. L'institutionnalisation de la sociologie de l'éducation. Le développement des analyses scientifiques des systèmes éducatifs a été tout particulièrement suscité par l'intérêt porté par les sociologues à l'école comme terrain privilégié d'investigation. L'école représentait en effet pour eux un lieu naturel propice aux recherches sur la structure et le fonctionnement des petits systèmes sociaux, systèmes de rôle, relations de statut, ajustement à l'environnement, etc. Cet intérêt s'est doublé d'un intérêt sociopolitique. Dans de nombreux pays, le rôle de l'école s'est, du fait de la croissance économique et de l'évolution en partie endogène de la demande d'éducation, formidablement accru après la Seconde Guerre mondiale. La recherche sociologique en éducation a été tout particulièrement sollicitée pour répondre aux problèmes spécifiques posés par les développements de l'institution scolaire. Son renforcement et sa prise d'autonomie sont ainsi marqués du sceau de son association étroite avec les politiques scolaires. 7. L'évolution des approches en sociologie de l'éducation. Pendant l'entre-deux-guerres, en particulier après la Grande Dépression, parallèlement au développement des approches probabilistes et des techniques quantitatives, les centres d'intérêt de la sociologie, notamment américaine, se sont déplacés des perspectives historiques vastes vers la recherche empirique. Cette dernière, appliquée à des phénomènes sociaux spécifiques tels que la famille, la délinquance, la population, en est venue à se focaliser sur les contextes culturels dans lesquels il semblait s'enraciner, à savoir les communautés. Les approches culturalistes se sont attachées notamment à l'impact des sous-cultures communautaires sur les comportements vis-à-vis de l'école. Une avancée considérable sur la littérature sociologique et psychologique de l'époque, qui tendait alors à laisser croire que la famille était la seule agence majeure de socialisation, a été permise par l'application de la perspective fonctionnaliste à l'analyse des systèmes éducatifs. Chez Parsons en effet, le système social représente un réseau de systèmes stables d'interaction qui sont autant d'instances de socialisation concourant à son équilibre. L'école est ainsi supposée servir un ensemble des finalités sociales non seulement par la transmission de savoirs et compétences, mais aussi par la préparation informelle aux futurs rôles sociaux. Le fonctionnalisme domina dans les années 1950 la sociologie de l'éducation aussi bien américaine que britannique, allemande, française et scandinave. Dans les 2 décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les systèmes éducatifs ont principalement été confrontés au problème des inégalités d'accès à l'école. L'éducation représentait avant tout un bien mesurable à l'aune de critères quantitatifs. Cependant, les analyses statistiques menées dans les années 1950 et 1960 montrèrent que les progrès réalisés en matière de scolarisation ne n'accompagnaient pas d'une augmentation significative de la mobilité sociale, alors même que les niveaux d'éducation s'avéraient constituer la variable la plus prédictive du statut social atteint. Les résultats des grandes enquêtes publiques ont ainsi justifié et nourri le scepticisme éducatif dominant les années 1960. Le célèbre rapport Coleman,
concluait en 1966 au manque d'influence de l'expérience scolaire sur les résultats des élèves dans les écoles américaines. Devant cet échec imputé à l'école, des théories du déficit culturel aux approches néo-marxistes, la question des inégalités sociales pénétra l'institution scolaire. L'hypothèse implicite de sa neutralité était fondamentalement remise en cause. Les inégalités scolaires étaient désormais conçues presque exclusivement en termes de rapport à l'école, à ses valeurs, sa culture et ses méthodes. Développées à la fin des années 1960 et au cours des années 1970, les approches néo-marxistes ont conquis un temps la position dominante occupée antérieurement par les approches fonctionnalistes. Tenant le capitalisme non pas seulement comme le produit de l'organisation économique du travail, mais aussi comme celui du système idéologico-culturel, elles accusaient l'école d'être l'instrument même de la légitimation et de la perpétuation des inégalités sociales. L'organisation des savoirs scolaires, l'évaluation et la sélection, le curriculum, ouvert ou caché, la pédagogie, toutes les significations du monde du sens commun tenues pour la réalité étaient suspectées servir des formes de domination dans la société. Les travaux de Bernstein en Grande-Bretagne, de Bourdieu et Passeron en France et ceux de Bowles et Ginty aux États-Unis ont à cet égard respectivement mis l'accent sur les processus de socialisation cognitive, symbolique et axiologique supposés avoir pour résultat de lier, par l'action de l'école, origine et destinée sociale. Les développements ultérieurs de la sociologie de l'éducation ont tendu à privilégier les processus microsociologiques aux logiques macrosociales, à l'instar des approches dites ethnométhodologiques, qui se sont opposées dans le courant des années 1970 aux États-Unis aux approches dites normatives, fonctionnalistes et néo-marxistes. Les méthodes inspirées de l'ethnographie, de la psychologie sociale, des théories de la socialisation comme de l'histoire sous-tendent les analyses des constructions des rôles, des destinées scolaires, des développements de l'institution, des curriculums, etc. Ces approches présentent néanmoins une dominante descriptive d'inspiration constructiviste inapte à favoriser le développement des connaissances sur ces questions. En marge de ces grandes tendances du développement de la sociologie de l'éducation, des résultats empiriques et théoriques importants ont été obtenus grâce à l'analyse des systèmes et à l'analyse comparée des types institutionnels. Boudon a proposé un modèle qui tente à mettre en évidence l'impact très supérieur des différences sociales des décisions scolaires, relativement aux différences sociales des réussites, sur l'inégalité des chances scolaires. En outre, le modèle permet de montrer que les liens entre inégalité des chances scolaires et inégalité des chances sociales sont potentiellement faibles, dépendant qu'ils sont de conditions systémiques. Le modèle s'inscrit donc en faux contre les analyses qui, d'une part, mettent principalement en cause les distances sociales à la culture scolaire et qui, d'autre part, attendent de la démocratisation de l'enseignement une réduction de l'inégalité des chances sociales. L'efficacité relative des systèmes éducatifs dans l'égalisation des chances scolaires dépend, selon les termes de Coleman, de l'intensité des influences convergentes de l'école relativement à celle des influences extrascolaires divergentes. Réagissant à cet égard au pessimisme éducatif des années 1960 à 70, des recherches se sont appliquées à l'évaluation comparée de l'impact des types institutionnels sur les destinées scolaires obtenues, des contextes sociaux et institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent demanderaient en particulier à être mieux connus, ces contextes se révélant parfois au cœur même des problèmes que la sociologie de l'éducation cherche à résoudre. Problèmes et orientations. La problématique des inégalités sociales devant l'école, constitutive de la sociologie de l'éducation contemporaine, a un effet gravement réducteur sur le champ des recherches sociologiques sur l'éducation. Non seulement elle enferme indûment le problème de l'inégalité des chances à l'intérieur de l'institution scolaire, mais elle occulte ou dénature les questions éducatives qui ne se posent pas essentiellement en termes d'inégalité. Or ces dernières apparaissent fondamentales dès lors qu'à l'école, libérée des schémas finalistes d'inspiration fonctionnaliste, version libérale ou néo-marxiste, est reconnue une marge d'autonomie importante. Malheureusement, la structure des systèmes éducatifs, la composition des curricula et la nature des savoirs scolaires ont été, depuis les analyses durkheimiennes de l'évolution pédagogique en France, peu étudiées à la lumière des problématiques sociologiques générales. Le développement méthodique des connaissances nécessiterait en outre que soit plus amplement et systématiquement explicité
les hypothèses de nature sociologique, mais aussi psychologique et épistémologique, sur lesquelles les analyses reposent. L'impact sur les résultats obtenus, des contextes sociaux et institutionnels dans lesquels elles s'inscrivent demanderait en particulier à être mieux connus, ces contextes se révélant parfois au cœur même des problèmes que la sociologie de l'éducation cherche à résoudre. Méthode sociologique. Comme pour toutes les sciences humaines, l'exploration sociologique comprend plusieurs facettes: la description des faits, l'organisation des données, l'explication des phénomènes, l'élaboration de théories et modèles. La description des faits. La collecte des données est une des dimensions essentielles de la recherche sociologique. Dès le début du XIXe siècle, les pionniers de la sociologie empirique ont réalisé de grandes enquêtes sociales sur le mode de vie des classes populaires. Aujourd'hui, dans la plupart des pays développés, les sociologues disposent de grandes enquêtes statistiques nationales. Les données fournies par ces enquêtes permettent d'observer, de comparer, de décrire des caractéristiques sociales aussi diverses que l'évolution des loisirs, les modes de consommation, l'évolution du travail et des conflits sociaux, etc. 2 mariages sur 3 se concluent par un divorce. Dans le domaine éducatif, les sociologiques peuvent s'intéresser par exemple aux résultats d'épreuves scolaires à grande échelle, exemple, les enquêtes de l'ONU. Si les grandes enquêtes nationales donnent de précieuses informations quantitatives, il existe une autre façon, plus vivante et plus détaillée, de décrire la réalité sociale. Des enquêtes qualitatives, fondées sur l'observation participante, sur des entretiens, proposent de reconstituer un univers social dans toute sa richesse et sa complexité. On dispose ainsi d'une foule de belles monographies qui évoquent la vie quotidienne des sans-abri, des bourgeois des beaux quartiers du début du XXe siècle, des chasseurs, des coureurs à pied. L'organisation des données. Au-delà de la description et de la collecte d'informations, l'enquête sociologique se propose également de mesurer et de classer les données, de les organiser en catégories cohérentes. Dans le domaine éducatif par exemple, on peut s'intéresser à classer les comportements délinquants, vols, crimes, agressions. Ces comportements délinquants sont mis en relation avec certaines catégories sociales alors que d'autres comportements délinquants tels que la fraude fiscale, les délits d'initiés, la conduite en état d'ivresse, le harcèlement sexuel, déplacent le champ de la délinquance vers d'autres couches sociales. Il existe plusieurs sortes de catégories d'analyse: concepts, modèles, formes, typologies, etc. Les concepts sont des idées abstraites et générales, attribuées à une catégorie d'objets ayant des caractéristiques communes et permettant d'organiser les connaissances. Schématiquement, un concept peut se représenter comme un espace de compréhension mentale, enfermant dans son territoire une série d'exemples, ce qui constitue l'extension du concept, et limité par une série de caractères nécessaires et suffisants pour qu'il s'agisse bien d'un exemple de l'extension, ce qui représente sa définition. Le concept est ainsi identifié par son étiquette, le mot utilisé dans le langage pour désigner le concept. Lorsque 2 personnes parlent d'un objet, ont-elles bien en tête le même concept? La notion couverte par une étiquette varie d'un individu à l'autre, surtout pour les concepts abstraits, et dans le langage courant, il est fréquent qu'une même étiquette recouvre différents concepts. Exemple de concepts sociologiques: la foule, la bande, la famille, le capitalisme. La typologie consiste simplement à découper la réalité en sélectionnant des entités ayant des points communs. Exemple: la typologie de Jung, qui se réfère à l'attitude des personnes devant le monde des êtres et des choses, distingue les énergies orientées vers le monde intérieur, introversion, des énergies orientées vers le monde extérieur, extraversion. Les formes sociales sont des configurations sociales caractéristiques ayant entre elles de fortes analogies. Exemple: les sectes, les organisations bureaucratiques, les clubs sportifs. Les faits sociologiques sont toujours, au moins en partie, construits par l'analyse elle-même. La sélection et la définition de l'objet de recherche, son traitement statistique, les mesures et les classements découpent la réalité en types et induisent une ou des typologies S. 3. L'explication des phénomènes repérés. Après la description des faits, leur mesure ou leur classement, le sociologue doit s'attacher à les expliquer, c'est-à-dire à en rechercher les raisons d'être et la logique interne. Quels sont par exemple les facteurs qui favorisent la délinquance? Comment les nouvelles technologies transforment-elles le travail?
Il existe plusieurs démarches pour expliquer un phénomène social. A. La démarche causale rend compte d'un fait social, par exemple la réussite scolaire, par sa mise en relation avec un autre fait social, par exemple, le milieu d'appartenance des parents. Cette démarche vise à isoler des facteurs explicatifs d'un phénomène donné. Exemple, Émile Durkheim, Le suicide, PUF, 1983. Pour essayer de comprendre quels sont les facteurs sociaux liés au suicide, on recherche les relations statistiques existant entre la fréquence des suicides et la solitude, la religion d'appartenance, l'activité professionnelle, etc. Dans le contexte éducatif, la recherche des causes sociales de l'échec scolaire vise à mettre en évidence une typologie des facteurs explicatifs de l'état d'échec. Parmi ces facteurs, on peut relever B. La démarche compréhensive adopte un autre point de vue. Le sociologue tente d'expliquer un phénomène, événements politiques, choix des consommations, etc., à partir des intentions et des mobiles des acteurs impliqués. L'explication du phénomène social fait appel aux choix et aux motifs conscients des acteurs concernés. Les effets induits peuvent être inattendus. Dans le domaine de l'éducation, on pourrait croire que plus le nombre d'élèves par classe est réduit, mieux les apprentissages sont assurés. Il en est rien. Certains apprentissages, liés notamment aux aptitudes d'intégration sociale, se réduisent au point de parfois disparaître lorsque le groupe d'apprentissage devient trop petit. La démarche fonctionnaliste consiste à trouver la fonction qu'assure un phénomène au sein d'un système donné. Chaque phénomène social s'expliquerait par la réponse à un besoin au sein d'un système. Exemple, selon Pearson, l'existence de la famille reposerait sur les fonctions éducatives et économiques qu'elle assurerait. Dans le domaine de l'éducation, le sociologue observera la célébration des anniversaires des élèves du cycle 5 à 8 ans comme une réponse à la fonction de célébrer la personne, de la reconnaître explicitement, et de lui permettre de se situer dans le temps en identifiant le souvenir de sa propre naissance. D. La démarche structurale ou structuraliste recherche les structures ou formes qui donnent à un phénomène une configuration particulière. Il s'agit de mettre au jour une sorte de grammaire cachée des relations sociales. L'approche systémique, qui montre les interdépendances entre phénomènes sociaux et décrit des configurations globales, logiques d'organisation, est proche de l'analyse structurale. Dans le domaine de l'éducation, les jeux de pouvoir et d'autorité entre élèves, enseignants, inspection, direction, constituent des configurations particulières que le sociologue a intérêt à étudier. La démarche dialectique explique un phénomène dans le cadre d'une dynamique où s'opposent des forces contradictoires. Exemple, l'émergence de l'État central à la Renaissance s'explique par un processus de conquête du pouvoir. Le conflit entre les seigneurs aboutit à la constitution de confédérations, par alliance, puis de monopoles princiers qui étendent peu à peu leur pouvoir sur un grand territoire pour devenir une royauté. Finalement, le pouvoir central de l'État monopolise les pouvoirs de la police, de l'armée et de la fiscalité. Ce faisant, il met fin aux querelles et aux luttes prives entre fiefs. Dans le domaine éducatif, les situations d'apprentissage sont toujours source de conflits internes pour l'apprenant partagés entre l'effort à faire pour apprendre et l'envie de se donner l'occasion de ne pas apprendre, en pratiquant l'absentéisme par exemple. On le voit, il n'existe pas une mais plusieurs démarches pour expliquer un phénomène social. Chacune renvoie à une question différente. 3. 4. Les théories et modèles. Pour comprendre un phénomène social comme un mouvement de grève, les mutations de la famille, les comportements d'achat ou une révolution sociale, la sociologie doit élaborer comme les autres sciences des modèles et des théories. La mise en relation des différentes causes établies conduit à la construction d'un modèle explicatif. Dans la modélisation, les résultats des différentes démarches sont intégrés. Dans le domaine de l'éducation, plusieurs modèles existent pour expliquer les causes de l'échec scolaire. La plupart prennent en compte un ensemble de facteurs, internes et externes, en interaction réciproque. Une théorie est un corps d'hypothèses reliées entre elles et formant un modèle explicatif d'un phénomène. Exemple, par sa théorie de l'habitus, Bourdieu entend expliquer les différentes façons de s'exprimer selon les milieux sociaux. Chaque groupe social transmet à ses membres des attitudes, des façons de parler, qui deviennent autant de dispositions acquises, intégrées par l'individu et qui lui permettent d'évoluer avec plus ou moins d'aise dans un milieu donné.
3. Les origines de la sociologie. Contemporaine de la révolution industrielle, la sociologie est née au XIXe siècle. Ses concepts majeurs et ses principaux thèmes d'étude ont profondément marqué par le bouleversement social qui a affecté toutes les sphères de la société de l'époque. La première révolution industrielle s'est traduite par une révolution technologique, chemin de fer, machines à vapeur, charbon, une expansion du capitalisme industriel et marchand, manufacture et industrie, un essor de nouvelles classes sociales, bourgeoisie, prolétariat. Des mutations culturelles importantes accompagnent ces développements. Déclin des valeurs traditionnelles, respect de la hiérarchie, et développement des valeurs individualistes et égalitaires, refus des croyances religieuses et essor de l'esprit scientifique et laïque. Un ordre social traditionnel et relativement stable s'effondre et de nouvelles formes sociales émergent. Les pères de la sociologie vont s'efforcer de dessiner les contours de cette société nouvelle en train de naître sous leurs yeux. Parmi les pères fondateurs de la discipline, on distingue deux générations. 1. Au XIXe siècle, les précurseurs, Auguste Comte, Karl Marx, Herbert Spencer, ne se définissent pas encore comme des sociologues mais leurs approches de la société ont profondément inspiré la discipline. 2. À la charnière du XIXe et du XXe siècle, la génération des fondateurs, Max Weber, Émile Durkheim, va constituer la sociologie comme discipline autonome, définir son champ, ses méthodes, créer les premières revues. 4. Les trois pôles de la sociologie contemporaine. Depuis le début du XXe siècle, la sociologie s'est développée en de multiples ramifications théoriques. Dès lors cohabitent en sociologie de multiples courants de pensée, de multiples grilles d'analyse et d'observation des faits sociaux. Tant qu'elles ne prétendent pas à l'exclusivité, ces perspectives sont toutes légitimes et complémentaires. La pluralité des interprétations est constitutive de l'irréductible complexité du réel. Cependant, on peut regrouper les diverses grilles autour de trois pôles sociologiques, macro, micro et méso, qui constituent trois niveaux d'analyse du réel. 5. 1. La macrosociologie, ou la société au télescope. Regarder la société d'en haut, c'est chercher à comprendre sa morphologie, sa structure et sa dynamique d'ensemble. Raymond Aron, par exemple, dans ses 18 leçons sur la société industrielle, 1962, propose une analyse de la morphologie des sociétés contemporaines. Son point de départ consiste à définir les critères principaux qui distinguent le mode de production industrielle de celui des sociétés traditionnelles. Il dénombre ainsi plusieurs caractéristiques du mode de production moderne. La séparation de l'entreprise et de la famille, la division du travail et la technologie qui imposent leur ordre à l'entreprise, l'accumulation du capital, le calcul économique, la concentration de la main-d'œuvre en grande masse. 5. 2. La microsociologie, ou la société vue à la loupe. Dans cette approche, il s'agit d'envisager les phénomènes sociaux à partir des individus et de la multitude d'actions et de décisions qui tissent chaque jour le lien social. Dans cette perspective, on insiste sur la marge de choix dont disposent les acteurs dans les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour atteindre leurs fins. La société est conçue comme une combinaison de myriades d'actions individuelles. G. Baker prétend par exemple expliquer la baisse de la fécondité dans les sociétés modernes à partir d'un point de vue individualiste, le choix des parents. Ceux-ci sont considérés comme des acteurs stratèges qui cherchent à satisfaire leurs désirs en évaluant les coûts et les bénéfices. C'est parce que dans nos sociétés, le coût de l'enfant est élevé, que la mortalité est faible, que les femmes souhaitent de plus en plus être indépendantes, que les parents décident d'avoir de moins en moins d'enfants. Comme beaucoup d'individus sont dans la même situation et effectuent des choix similaires, il est donc possible, pour le sociologue, de généraliser le mode de raisonnement individuel à une population plus large. 5. 3. La mésosociologie, groupes sociaux et organisations. Cette approche se situe au niveau des groupes restreints, familles, bandes, clubs, réseaux d'amis, ateliers d'entreprise, des organisations entreprises, associations, syndicats, partis politiques, des groupes sociaux, professions, groupes d'intérêt, des institutions, États, Églises, grandes entreprises. Dans cette perspective, approche interactionniste, ce n'est ni l'individu ni la société qui sont premiers, mais l'ensemble des actions et des réactions qui s'enchevêtrent pour former des ordres locaux plus ou moins stables. Certains films de nature sociologique décrivent et font revivre l'ambiance d'un quartier,
reproduisent des conversations, montrent comment un chef de bande s'y prend pour maintenir son autorité sur son groupe. Ces trois approches sont autant de points de vue différents pour aborder la société. Chacun apporte son éclairage spécifique et son lot de connaissances. Bien que le mot socialisation date du début du siècle, il n'est d'usage courant que depuis peu. À présent, la socialisation est même définie comme l'un des objectifs prioritaires de l'éducation nationale. La socialisation de l'enfant serait même devenue une tâche si importante de l'école, que la différence avec l'éducation proprement dite semble avoir perdu toute pertinence. Comme le souligne Jean Housset, 1996/98, l'éducation est la prise en compte de la nécessité de la socialisation. Le jugement de Durkheim, 1922/102, paraît être aujourd'hui largement partagé. L'éducation consiste en une socialisation méthodique de la jeune génération. On peut tout aussi bien définir l'école comme un lien de culture politique au sens où les élèves vont y apprendre les règles essentielles de toute vie sociale. J.L. Drouet, 1985. S'il faut commencer par parler de la socialisation de l'enfant, c'est parce qu'une recherche sur les relations sociales de l'écolier doit se démarquer de toutes ces représentations plus ou moins solides, qui tournent non seulement autour des compétences et habiletés sociales mais aussi des devoirs et des droits de la personne. La dimension éthique peut même prendre une telle ampleur qu'on pourrait se limiter à un débat philosophique sur ce que devraient être les relations sociales, en référence aux droits inaliénables de la personne. Et c'est bien à ce dernier aspect que se cantonnent aujourd'hui la plupart des discours sur la violence ou sur l'esprit civique. Nous proposons donc, avant même d'exposer les principes du cours, d'expliquer la méthode que nous avons suivie, un examen préliminaire de cette notion ambiguë de socialisation. Notre objectif n'est pas uniquement d'en souligner la polysémie, il est également de dégager un certain nombre de questions qui justifient la démarche que nous avons suivie. Au rang de ces questions figure en bonne place celle de la nature du groupe enfantin, de son organisation et de ses relations avec le monde des adultes. Question de définition. Dans son article extrait de l'Encyclopædia Universalis, Philippe Malrieux, édition 1996, propose un recensement des diverses acceptions que peut prendre le mot socialisation en fonction des idéologies sous-jacentes. Ces acceptions oscillent en fait entre deux exigences opposées, ibidem page 345. L'accent est mis soit sur l'adaptation de l'individu face aux institutions. Le premier sens concerne donc un processus de normalisation ou d'adaptation à des normes sociales. Il s'agit alors de savoir comment l'individu canalisera les élans qui le poussent à ne se préoccuper que de lui-même. Le second sens concerne au contraire un processus d'individualisation ou de personnalisation. Il faut alors se demander comment on parviendra à faire émerger un sujet, citoyen ou compagnon, libre et responsable qui assumera une position originale et unique dans un univers social tenté par le conformisme. Un idéal de contrainte s'oppose ainsi à un idéal d'autonomie. La question est bien de savoir à quel idéal on donnera la priorité, et selon l'importance qu'on accordera à l'un ou à l'autre, on donnera de la socialisation des définitions très différentes. Il faut bien admettre qu'il n'y a pas consensus entre les chercheurs en sciences de l'éducation sur ce qu'est le processus de socialisation. F. Mariet, L. Porcher, 1978/17. La question de la définition semble être inséparable de ce qu'on nomme communément la sensibilité de chacun. Dans ce domaine plutôt hétéroclite que constituent les sciences de l'éducation, cette sensibilité renvoie tout simplement à la discipline préférentielle de référence du chercheur. Psychologie, sociologie, anthropologie, psychosociologie, histoire, didactique, voire philosophie. On conçoit aisément que l'extrême diversité des modalités d'approche, qui peuvent parfois se combiner, débouche fatalement sur des définitions très différentes qui par ailleurs ne s'excluent pas nécessairement. Nous ne pouvons que constater, même si nous devons le déplorer, que la conscience des effets de socialisation de l'école est plus claire que celle des mécanismes qui les engendrent. P. Renou, 1984/242. Si le mot socialisation demeure aussi confus, c'est probablement parce qu'on ne sait jamais exactement s'il désigne le processus par lequel on contraint un enfant à agir et à penser en conformité avec un système social toujours complexe, ou bien le processus par lequel un enfant s'adapte à ce système. Est-ce un processus d'inculcation des normes ou bien un processus d'intégration des normes ?
Dans le premier cas, le sujet est passif, dans le second cas, il est actif. Si nous voulons utiliser une opposition d'actualité dans le domaine de la pédagogie, nous pouvons dire que dans la première situation, la socialisation se réfère à un modèle constructiviste. Il est bien certain que les propos tenus sur la socialisation de l'enfant seront très différents, selon qu'on se demandera comment on socialise l'enfant ou bien comment l'enfant se socialise. C'est incontestablement à cette ambivalence que font allusion Pagel-Berger et Telukman, 1967, lorsqu'il affirme que la socialisation implique simultanément l'intériorisation de la réalité objective et l'extériorisation de soi. La socialisation, transmission. La socialisation apparaît en premier lieu comme une activité d'acculturation, P. Malrieux, 1973/37. Elle apparaît ainsi pour P. Malrieux comme une transformation continue des conduites primitives, dans le cadre des modèles proposés par les milieux sociaux dans lesquels vit l'enfant. Dans tous les cas, la socialisation est définie comme un processus par lequel l'enfant devient un être social. Ou bien la socialisation est un processus d'enseignement, elle est alors la transmission des valeurs et des normes par des formes d'inculcation plus ou moins autoritaires, elle est alors un processus d'acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à l'établissement des liens sociaux. J.M. Berthelot, 1988. On peut aussi la définir comme le processus d'apprentissage des attitudes, des normes et des valeurs propres à un groupe à travers lequel s'opère l'intégration sociale. G.N. Fisher, 1996. Quelques auteurs proposent des définitions plus précises. Ainsi, partant de la constatation que tout sujet a une identité personnelle et une identité sociale, L. Krapma, cité par Sevanden-Plaolpe, 1979/78, fait de la socialisation un processus par lequel le sujet est introduit progressivement aux différents rôles, familiaux, extrafamiliaux et professionnels, que tout membre adulte d'un groupe social doit savoir maîtriser. Dans une optique anthropologique, P.R. Dazen, 1988/5, établit à propos des petits Africains une distinction intéressante entre socialisation et inculturation. Alors que la socialisation est une intervention voulue de l'adulte, l'enculturation regrouperait toutes les influences involontaires et inconscientes subies par le sujet. Quoi qu'il en soit, tout se passe comme si les normes et les valeurs sociales étaient communiquées à l'enfant par une sorte d'osmoseille, par la répétition de situations de même nature. J.O., Monsieur Normand, 1996/43. La socialisation est donc le processus par lequel une société se reproduit et se prolonge. Elle implique aussi une lente transformation de cette même société, puisqu'aucun individu ne saurait reproduire pleinement à l'identique la culture qui lui a été transmise. La socialisation, autoconstruction. Quant aux perspectives qui voient dans la socialisation de l'enfant un processus d'autoconstruction, il fait bien remarquer qu'aucune d'entre elles n'oublie de souligner la nécessité de prendre en considération un minimum de soumission à des normes imposées par des instances extérieures. Ce qui différencie le point de vue constructiviste du point de vue transmissif des sociologues et des anthropologues, ce n'est donc pas une franche opposition mais bien plutôt l'accent mis à un moment ou à un autre sur la personne, sur son autonomie, sur sa décision plus ou moins lucide d'adhérer ou non au système de valeurs auquel on l'initie. C'est ainsi que Philippe Malrieux, 1973/39, propose de définir aussi la socialisation comme un double processus d'acculturation et de personnalisation. Dans cette optique, la socialisation se confondrait avec l'humanisation, P. Malrieux 1970/94. L'humanisation serait à la fois un mouvement d'identification et différenciation. Le sujet en se mettant à ressembler à aucun autre. La socialisation serait donc une intériorisation différenciatrice et différenciée des valeurs sociales. Les règles sociales s'imposent avec une marge d'incertitude qui apparaît aussi comme une marge de liberté. Elles tolèrent à des degrés divers, comme diraient les politologues, une fourchette de conduite possible. Ainsi, socialiser c'est intégrer dans un groupe dont tous les membres doivent jusqu'à un certain point être capables d'initiative et de choix, P. Malrieux 1970/100. Dans le même esprit, Robert Ballion écrit 1993/84. La prise en compte de la sanction sociale, mais pour amener l'individu à se convaincre que la seule voie par laquelle peut passer la réalisation de ce qui correspond à son intérêt personnel est l'itinéraire socialement défini par l'institution éducative.
Au cours de nos réflexions, nous avons même entendu parler de sociabilisation. Peut-être faut-il entendre par là que la socialisation n'a pas pour fin de transformer l'enfant en un être social, mais bien plutôt en un être sociable. Une dimension nouvelle apparaît ici, celle de l'adaptabilité de l'enfant, c'est-à-dire de sa compétence à s'intégrer à tout nouveau groupe. Il est clair que s'adapter pour l'enfant, ce n'est point seulement s'adapter à un groupe donné, mais déjà s'adapter au groupe futur qu'il devra connaître, J. Chatto 1970/119. Ou comme le dit encore ailleurs J. Chatto, 1960/197. La socialisation n'est jamais une insertion sociale dans un sens absolu, elle est un passage d'un rôle social à un autre rôle social, d'un masque à un autre masque. Le même point de vue est développé par A. M. Chartier et J. Ebrard, 1976, pour qui se socialiser pour l'enfant c'est se saisir comme élément possible d'un groupe, savoir qu'il peut être accepté ou rejeté, savoir aussi que sa présence ou son absence modifie le groupe. Et selon M. Abdallah Pressey, 1992/98, l'éducation et la socialisation ne se résument pas à une inculcation de normes mais à la gestion des appartenances multiples. Tout un aspect de la socialisation paraît ainsi devoir échapper à tout contrôle, et peut-être même à toute connaissance immédiate. L'enfant se forme au contact des autres, il inaugure par ses jeux collectifs des activités de libre contrat, indispensables aux sociétés humaines, J. Chatto 1947. Il se construit une sorte d'intelligence sociale. En ce sens, certains jeunes sont de véritables illettrés sociaux, parce qu'ils ne comprennent même pas ce qu'est une règle sociale, Herbalion 1993. L'enfant acquiert donc, sans qu'on sache exactement comment, une clairvoyance variable dans la compréhension des conduites des autres en même temps qu'une habileté variable à s'intégrer dans un groupe de pairs ou à affronter l'autorité des adultes. 5. Le groupe enfantin. 5. 1. Émergence du groupe enfantin. Entre 8 et 12 ans, l'enfant se situe dans une période charnière de sa socialisation. Le passage d'un système relationnel principalement duel et souvent exclusif à un système complexe élargi préfigurant une lointaine citoyenneté ne s'accomplit ni sans trouble ni sans régression. Vers l'âge de 7 ans prévaut encore le principe du tiers exclu. L'irruption d'un nouveau partenaire dans une relation de jeu duel implique fréquemment l'exclusion d'un des 3 joueurs. La plupart des affinités semblent encore aléatoires et éphémères, ce qui n'exclut pas que des amitiés solides puissent déjà être observées dès cet âge. En revanche, à 12 ans, affinités et antipathie paraissent plus stables. L'irruption d'un tiers, pour autant qu'il ne soit l'objet d'aucune mesure discriminatoire antérieure, entraîne alors en général un réajustement et la règle auquel les enfants s'adaptent volontiers, comme si désormais un principe du tiers inclus régulait le groupe enfantin. Nous mettrons encore l'accent sur 2 points. 1. La pratique de la délation est courante dans nos écoles au moins jusqu'au cours préparatoire. Les enfants ne comprennent pas pour quelles raisons mystérieuses on ne doit pas rapporter, d'autant plus que les rapporteurs sont persuadés qu'ils se rendent utiles et que leurs propos devraient intéresser le maître ou la maîtresse au plus haut point. Pourquoi l'enseignant ne veut-il plus être informé, alors que les adultes semblent toujours vouloir tout savoir? Le rapporteur rabroué ne peut qu'être rendu perplexe par l'apparente incohérence de l'adulte. La délation traduit bien une immaturité sociale. On rapporte, tant qu'on n'a pas encore compris que l'appartenance à un groupe implique l'adhésion à des règles tacites en partie établies contre les règles des adultes. 2. L'observation des jeux dans les cours de récréation est pleine d'enseignements. Les jeux spontanés à règles n'apparaissent vraiment qu'à l'école élémentaire. Les groupes d'enfants sont désormais devenus capables d'auto-organisation. Rien de semblable à l'école maternelle, sauf peut-être, nous a-t-on fait remarquer chez les élèves de grandes sections des banlieues populaires. Pour cette raison, aucun véritable travail de groupe ne peut fonctionner à l'école maternelle. On ne parlera que d'ateliers pour désigner les tâches communes exécutées simultanément par un nombre restreint d'enfants. Ces constatations nous inclinent à penser qu'il n'y a pas au sens strict de groupe enfantin structuré avant l'âge de 7-8 ans. Ce qui ne signifie pas que les processus de socialisation ne sont pas déjà enclenchés depuis longtemps. 5. 2. Les transformations du groupe enfantin. Notre projet n'est évidemment pas de reconstituer la genèse du groupe enfantin, ni a fortiori de rapporter toute l'histoire de la socialisation de l'enfant.
Des travaux importants ont été réalisés sur ce sujet, qui rapportent avec précision toute cette évolution à partir de la petite enfance. On pourrait citer entre autres, par exemple, les recherches de C. Vanden Plauwelpe, 1979, de B. Raymond River, 1991, ou bien encore celles de A. Cartron et F. Winnickamon, 1995. L'ouvrage de Jean Château sur le jeu, 1947, se revendique par son sous-titre comme une introduction à la pédagogie. L'un des intérêts majeurs de cette recherche, c'est qu'elle nous dévoile sous un jour assez peu connu, parce que hors du cadre strictement scolaire, le fonctionnement spontané du groupe enfantin. J. Château montre à quel point la société enfantine a une organisation intérieure rigide. Ibidem, page 449. Il définit la société que le groupe enfantin ressemble beaucoup plus à une aristocratie qu'à une démocratie. Page 282. Les relations entre enfants ne sont égalitaires que sous le regard indifférent ou déformant de l'adulte. Les enseignants comme les parents ignorent trop souvent les exclusions, les moqueries qui transforment en calvaire la vie scolaire de certains enfants. Pépé Renaud rappelle à ce sujet que les interactions entre enfants sont rarement symétriques. On peut observer souvent de très fortes prises de pouvoir, des hiérarchies, des ségrégations, des phénomènes de marginalisation ou de dépendance que la plupart des adultes de la même société trouveraient intolérables, 1987 sur 147. On ne peut s'empêcher de penser que la solidarité du groupe enfantin n'a parfois d'existence qu'à l'occasion d'un front commun contre l'adulte. B. Raymond River, 1991, note cependant une lente évolution vers un système plus démocratique. Si à 7 ou 8 ans l'autorité des meneurs est encore de type absolu, page 147, à 10 ans, les meneurs vont se caractériser par leur sens de la justice, de l'esprit d'équipe, et par leur talent d'organisateur, page 151. Mais ce n'est pas avant 11 à 12 ans qu'on pourra observer une réelle prise en compte des droits d'autrui, P. Malrieux édition 1996 sur 345. Il est clair qu'il manque ici une distinction essentielle, celle des garçons et des filles. Le groupe masculin est manifestement le plus dominateur et le plus hiérarchisé. Il serait cependant probablement abusif d'en conclure que le groupe féminin serait un modèle de démocratie. Beaucoup de recherches attestent d'une lente évolution de la conscience sociale au cours de la seconde enfance. Eustaub, 1970, constate par exemple une augmentation des comportements d'aide entre 5 et 8 ans. Ces comportements deviendraient moins fréquents entre 9 et 12 ans. Eustaub interprète ce revirement par la peu croissante d'être critiqué par l'adulte ou désapprouvé pour avoir pris l'initiative d'une action. Selon certains auteurs, des transformations importantes de la conscience sociale apparaissent aux alentours de 8 à 10 ans. C'est ainsi que L.W. Hoffman, 1992 sur 128, signale qu'à 8 ans, l'enfant commence à s'engager dans une comparaison sociale. Il s'évalue en comparant ses performances avec celles de ses pairs. Le lien social se renforce et se stabilise. Avec l'âge de 9-10 ans, ainsi que l'ont montré les études sociométriques, la plus grande part de choix amicaux sont réciproques et les qualités les plus estimées sont celles qui favorisent la coopération. F. Mariet, L. Porcher 1978 sur 27. Et ce n'est que vers 10 ans que l'amalgame entre le copain et l'ami ne sera plus fait. P. Duret, 1996 sur 91. Au sujet des relations socio-affectives, Philippe Malrieux, 1973 sur 130, détaille les changements des raisons que donnent les enfants, au fil des âges, pour expliquer leurs préférences. Entre 4 et 7 ans, on aime un camarade parce qu'il est gentil et joli. Entre 7 et 9 ans parce qu'il nous est fidèle et nous apporte son aide en cas de besoin. Entre 9 et 12 ans, c'est parce qu'il fait preuve de compétence, parce qu'il est loyal et qu'il sait nous protéger. Ce n'est qu'à 12 ans que les enfants invoqueront l'importance des idées communes et le sens de l'humour. 5. 6. La double socialisation. Notre conviction est que ces processus de socialisation sont loin d'être aussi clairs qu'on pourrait le croire de prime abord. Beaucoup trop d'ouvrages accréditent l'idée d'une progression uniforme, marquée éventuellement par quelques à-coups mineurs, des habiletés ou compétences sociales qui s'entendraient progressivement du groupe enfantin, celui de l'école par exemple, jusqu'à la société tout entière. Le civisme ne serait qu'une extension de la camaraderie. Après avoir fait en vase clos l'expérience des normes sociales, l'enfant puis l'adolescent n'aurait plus alors qu'à les appliquer l'humanité en général. Avec la maturation de la raison,
on assisterait à l'émergence d'une sorte de conscience civique. À vrai dire, cette représentation est bien trop simplificatrice. Selon une tradition ancienne, les errements comportementaux de l'enfant ne résulteraient que de son immaturité. L'intelligence en général. Le recours à des conduites antisociales serait un signe manifeste de retard du développement intellectuel, voire même un signe de débilité. La conception que Piaget développe dans le jugement moral chez l'enfant 1932 est à cet égard exemplaire. Il existerait chez l'enfant un égocentrisme social que Piaget définit comme une manière de comprendre les autres, comme l'égocentrisme en général une attitude en face des objets. De même que l'enfant au stade préopératoire se montre incapable de se départir de la prégnance de sa perception des objets, pour comprendre la permanence de la matière, de même il se montre bien incapable d'adopter le point de vue d'autrui. Il ne peut encore avoir ni sur les choses ni sur les personnes un point de vue objectif. C'est dans cette perspective génétique de la construction de l'intelligence que Piaget étudiera occasionnellement l'émergence du jugement moral et de la conscience sociale. Il est évident selon lui que les structures mentales utilisées dans les opérations mathématiques sont les mêmes que celles utilisées dans la coopération sociale. B. de France 1988/51. C'est ainsi que Piaget parlera de deux morales chez l'enfant, 1932/152. La première, la plus ancienne, résulte de la contrainte morale de l'adulte. Elle correspond à une sorte de réalisme moral auquel tout enfant va se soumettre. Cette morale est celle de l'hétéronomie. La seconde n'apparaîtra que lorsque la pensée deviendra opératoire, elle se présentera sous la forme d'une coopération. Cette morale sera celle de l'autonomie puisque la coopération seule mène à l'autonomie, page 327. C'est pourquoi les notions fondamentales de la morale enfantine se partagent ainsi en notions imposées par l'adulte, et en notions nées de la collaboration des enfants eux-mêmes, page 275. Parallèlement, Piaget signale page 157 qu'il existe deux types très différents de respect selon que ce respect relève de la morale de la contrainte ou de la morale de la coopération. Normalement donc, la morale de l'autonomie succède à celle de l'hétéronomie et si par hasard elles coexistent ce n'est que pour un temps comme coexistent à l'âge des opérations concrètes, des structures opératoires et des intuitions encore marquées par l'égocentrisme. L'existence simultanée de deux systèmes relationnels est ramenée à un événement accidentel et provisoire qui s'effacera naturellement avec l'abandon de l'égocentrisme intellectuel. Il est clair que chez Piaget certains processus fondamentaux de la socialisation sont indépendants des cultures et des contextes sociaux particuliers, et sont essentiellement fonction du développement des structures cognitives, c'est Dubar, 1991. Faut-il alors concevoir comme des régressions les conduites sociales d'adultes qui cèdent à la morale de la contrainte ? Il se pourrait bien que la théorie piagétienne soit, sur ce point précis de la genèse de la conscience sociale, trop préoccupée de suivre les modèles opératoires de l'intelligence, pour reconnaître toute leur importance aux pesanteurs sociales et à la vie affective. Ignorance par les adultes du fonctionnement des groupes enfantins. C'est peut-être dire que les adultes ignorent comment fonctionne le groupe enfantin. La plupart du temps, ils paraissent s'en désintéresser complètement, convaincus que ce qui s'y passe est bien futile et que les petits drames qui en ponctuent l'histoire seront vite oubliés. Le sérieux est ailleurs, du côté de la vie familiale ou du côté de l'école, mais uniquement dans sa dimension institutionnelle. Le monde des copains, fût-il de la classe, n'est tolérable qu'à la condition qu'il ne perturbe pas trop l'harmonie générale et ne nuise pas au travail scolaire. Les relations que l'enfant entretient avec ses pairs ne peuvent qu'être superficielles, elles n'ont qu'un lointain rapport avec les relations sociales que pratiquent les adultes. Les histoires d'enfants ne peuvent être après tout que des enfantillages. Il faudrait donc croire que le sérieux n'appartient qu'aux grands. Dans son travail approfondi sur le contenu des livres scolaires, Suzanne Molot, 1970/117, a bien montré à quel point les auteurs de manuels de lecture ignoraient ou faisaient mine d'ignorer la vie sociale de l'enfant. À les en croire, l'enfant s'éduque et se socialise principalement au contact de l'adulte. S. Molot constate que les relations entre enfants ne concernent qu'un tiers des textes, tandis que les deux autres tiers mettent en contact les enfants avec des adultes. Et encore lorsqu'il est question de relations de camaraderie, celles-ci sont décrites comme des relations de rivalité, de violence et de moquerie,
Ibidem page 141. Quand les enfants sont observés dans le cadre particulier de l'école, au contact avec une institution, dans le cadre d'une surveillance de l'adulte, on a alors l'impression que le groupe enfantin est bien, comme l'affirment quelques auteurs, un groupe informel, T. Parsons, 1959, M. Postic, 1979, B. de France, 1988. Indiscutablement, tout se passe comme si dans la classe, il n'y avait pas d'enfants, mais simplement le savoir. Comme si les interrelations n'existaient pas, E. de Barbieux, 1990/16. Il est cependant peu probable que cette ignorance de la vie sociale enfantine ne dérive d'une volonté d'ignorer. Le « je ne veux pas le savoir » de l'adulte est à cet égard particulièrement parlant. Dans les classes d'hier, les communications entre élèves étaient sinon interdites, du moins étroitement surveillées et réglementées. Faut-il vraiment utiliser le passé ? N'est-il pas toujours vrai que l'école publique a pour résultat paradoxal de réaliser l'intériorisation d'un interdit de l'entraide. E. de Barbieux, 1990/72. Et l'autorité du maître restreint, toujours, l'épanouissement des relations sociales entre enfants. S. Mollo, 1970/221. Les représentations sociales des adultes et des enseignants, en particulier sur l'univers enfantin, sont singulièrement déformées par des a priori qui les conduisent à nier les évidences. C'est ainsi que les parents ignorent en grande partie le monde dans lequel leurs gosses sont plongés. Ils pensent qu'il suffit de leur faire la morale pour qu'ils ne se laissent pas entraîner. E. Tedesco, 1979/26. Assurément, il doit exister bien des raisons qui expliquent pourquoi les enfants ont été très peu observés en tant qu'acteurs principaux de leur socialisation. C'est Montandon, 1997/18. Le quiproquo est souvent profond puisqu'en utilisant les mêmes mots, maître et élève ne parlent pas le même langage. Avec les mêmes modèles, ils n'adhèrent pas au même système de valeurs. S. Mollo, 1970/259. Le double système. Bien des années d'expérimentation pédagogique, accompagnées de nombreuses réformes de l'enseignement, ont été nécessaires pour arriver à comprendre que si on voulait se donner vraiment les moyens de limiter l'échec scolaire, l'écolier devait véritablement devenir l'acteur de ses propres apprentissages. MEN, 1991. Il fallait renoncer à cette conception ancienne qui transformait l'enfant en une sorte de réceptacle passif, qu'un maître omniscient gavait de sa science nourricière. Le modèle transmissif n'est plus de mise en pédagogie. On lui préfère désormais un modèle constructiviste qui voit dans l'élève le constructeur de son propre savoir, aidé et guidé par un maître compétent. Il semble curieusement beaucoup plus difficile de comprendre que l'enfant puisse être aussi sujet actif de sa socialisation. C'est Montandon, F. Oziek, 1997/44. Dans sa recherche sur les origines scolaires de la délinquance, Guy Villard constatait déjà que l'adaptation scolaire relevait en fait d'un double système normatif. 1972/33. Le premier était tout simplement le système des institutions scolaires, entièrement régi par les adultes. Quant au second, il résultait des règles implicites et strictes du groupe enfantin. On ne peut pas contester que les enfants font à l'école l'apprentissage de comportements sociaux qui n'ont rien de spécifiquement scolaire. Pépérenou, 1974. C'est notamment le cas de toutes ces subtiles stratégies de tricherie qui défient la vigilance de l'enseignant, des Gaillet, 1995A, ou bien de tous ces actes déviants de débrouillardise exécutés en cachette des adultes et qui permettent de bénéficier d'une relative tranquillité. P. Woods, 1990. À l'encontre des croyances de beaucoup d'enseignants, il faut reconnaître que le rôle des pères est essentiel dans la socialisation des enfants et des adolescents. C'est Montandon, 1997/146. Des processus complexes d'interaction se mettent en place dans la classe elle-même, quand bien même tous les élèves seraient astreints au silence sous l'impulsion d'un maître sourcilleux. Entre les membres du groupe a lieu un partage des rôles. Ces rôles produisent des attentes. Des réseaux de communication sont institués, des normes sont créées. MT. Estrella, 1992/51. Plus précisément encore, au sein du groupe, se déroule tout un processus complexe d'édification, d'influence et de régulation mutuelle, d'autant plus marquant semble-t-il que l'adulte y a moins part. P. Austerite, 1970/194. Il existe incontestablement chez les enfants un réseau parallèle de communication, auquel certains assignent une véritable fonction pédagogique. Amarchive, 1995.
Nous pensons que nous nous trouvons là en présence d'un authentique processus de socialisation parallèle à celui que construit l'institution scolaire. C'est aussi un processus que l'école ne contrôle pas, alors même qu'il gagne manifestement en importance lorsque l'enfant avance en âge. Jean Chatto fait lui-même cette constatation. À mesure que l'on envisage des enfants plus âgés, il devient de plus en plus difficile d'entrer dans le groupe, car celui-ci est de plus en plus fermé, en même temps que plus stable et plus solidement organisé, 1947/255. Combien, comme le précise Suzanne Molot, le rôle socialisateur de l'école dans la cité moderne s'amenuise au profit de nouvelles formes de relations enfantines dans la plus fréquente, la plus à la mode et qui n'est pas pour autant la mieux connue est la bande, 1970/216. T. Parsons, 1959, constate que les groupes de pairs se constituent indépendamment du contrôle des adultes. Ces groupes deviennent progressivement des lieux d'évitement des adultes, en même temps que source d'approbation et de reconnaissance des non-adultes. Pour reprendre une formule éculée, nous pourrions dire que le groupe enfantin se pose en s'opposant. Selon R. Cousinet, 1947, l'essentiel de la vie sociale des enfants se vit contre la discipline scolaire tandis que l'essentiel de l'énergie du maître se déploie contre cette coopération. Il se analogue à celui que la psychologie repère chez l'enfant dans la crise des 3 ans. Tout se passe comme si la personnalité sociale de l'enfant ne pouvait s'épanouir qu'à la condition de se mettre à distance des exigences de l'adulte. L'idée s'impose donc que l'enfant est à l'école, l'objet d'un double système de socialisation. À l'école s'exerce la double vie de l'élève. On accepte de paraître au moins acceptable, les adultes devraient être rassurés et permettre de dégager des marges, J. Housset, 1996/113. Ce sont précisément ces marges qui s'élargissent à l'occasion des récréations, sans pour autant rester sans surveillance. Nous parlerions en l'occurrence d'une socialisation scolaire, réglementée et contrôlée par l'adulte, et une socialisation groupale, en apparence anarchique puisque ces règles de fonctionnement sont occultes. Or, tous les examens de la société enfantine confirment, pour autant qu'on s'étende sur les termes, que les effets de la socialisation sociale sont à bien des égards moins importants que les effets de la socialisation scolaire. Monsieur Cherkaoui, 1979/175. Socialisation groupale. Le groupe ne se constitue pas exclusivement à l'école. Selon la disponibilité des parents, mais aussi les conditions de logement, tous les enfants ne sont pas au contact les uns des autres avec une égale fréquence. Mais l'école est un lieu commun, stable. Les rencontres n'y sont pas aléatoires. La vie sociale que l'enfant peut avoir dans d'autres lieux n'est cependant pas sans importance. On sait bien que la famille est le lieu central d'apprentissage de la conformité, et la cité celui de la transgression et des relations conflictuelles, B. Charlot et al., 1992/163. Quand on examine la formation des groupes dans ces banlieues qu'on dit défavorisées, on s'aperçoit que l'adhésion des jeunes au modèle scolaire n'est pas acquise. Leur indépendance est plus grande, tandis que les familles sont de plus en plus dissociées. La perception des normes sociales et l'acceptation de l'autorité se font de plus en plus lointaines, J.M. Croissando, 1993/89. Tout groupe enfantin élabore un système normatif en marge du système imposé par les adultes, et quelquefois en opposition tranchée avec lui. C'est ainsi que la déviation d'un sous-groupe peut devenir une nouvelle norme, et l'élève désire alors y participer pour acquérir un statut informel, Monsieur Postic, 1979/187. L'école crée des identités scolaires de nature différente qui ne correspondent pas aux identités socioculturelles héritées de la famille, Monsieur Cherkaoui, 1979/197. Distinguant la position occupée par l'enfant dans la structure formelle, institutionnalisée de la classe et sa position dans la structure dite informelle des groupes de pairs, T. Parsons, 1959, constate que l'enfant transcende son identité familiale en faveur d'une identité plus indépendante et finit par occuper en même temps un statut différencié à l'intérieur d'un nouveau système. L'adulte, et l'enseignant en particulier, a une vision égalitariste du groupe enfantin. Or la socialisation groupale implique une distribution des rôles, une organisation hiérarchique. Même si le maître s'abstenait de tout jugement public, cela n'empêcherait pas les élèves de se comparer et de fabriquer entre eux des hiérarchies informelles, P.P. Renoux 1984/13. Pour l'enfant, l'adaptation à l'école élémentaire est d'abord l'adaptation au groupe des pairs.
La différence est grande, comme le souligne Simon Tandon, entre les discours des parents axés principalement sur la réussite et les objectifs réels des enfants qui, lorsqu'ils sont interrogés sur leur avenir, mettent toujours en avant des compétences relationnelles, 1997 sur 115-116. La Passade parle à ce sujet d'une bipolarisation des élèves qui se construisent des identités scolaires divergentes en réponse à la polarisation opérée d'abord par l'institution scolaire elle-même, 1993 sur 57. On aurait cependant bien tort de ne voir dans cette socialisation groupale qu'une réaction collective à l'autorité des adultes même si elle s'appuie d'abord sur des stratégies défensives et clandestines. J. Housset, 1996 sur 115. Une telle définition en négatif masque la complexité des processus en jeu. Il s'en faut de beaucoup que chaque enfant dès qu'il est en groupe adhère à un système normatif simple voire simpliste. L'enfant, l'adolescent peut avoir plusieurs groupes de référence pour des catégories différentes de valeurs, Monsieur Postic, 1979, 133. Tous sont capables de développer une compétence émotionnelle qu'ils adaptent aux contextes sociaux dans lesquels ils se trouvent, Simon Tandon, 1992 sur 116. Si dans le cadre de la classe les interactions sont récréation, on y établit des relations avec d'autres plus jeunes ou plus âgés, et on doit alors improviser de nouvelles règles ou se soumettre à des règles qu'on n'a pas choisies, pour s'adapter à ceux que l'enseignant persiste encore à voir comme des pères de l'enfant. Nous dirons que les enfants inventent au contact des autres les règles du compagnonnage, et il s'en faut de beaucoup qu'elles coïncident toujours avec celles de la citoyenneté, auxquelles l'adulte réduit bien souvent la socialisation de l'enfant. Coexistence des systèmes. Ana Vasquez, 1992 sur 52, propose de comprendre les communications dans la classe comme un double jeu d'interaction verticale, élève-maître, et d'interaction horizontale, élève-élève. Cette notion d'interaction verticale rappelle ce qu'Olivier Reboul, 1971 sur 34, écrivait déjà au sujet de l'autorité du maître. Dans tous les cas, l'autorité indique la suprématie de celui qui l'exerce. Elle fait donc de l'éducation un rapport vertical. Dans la situation particulière de la classe, l'enfant devra savoir élaborer un double système de gestion de ses compétences sociales. Il fonctionnera simultanément selon un système théoriquement égalitaire avec les autres enfants, et selon un système hiérarchique avec les adultes auxquels il devra respect, obéissance, etc. Il va sans dire que la gestion d'une telle situation ne va pas sans problème. Certains enfants se montrent par exemple incapables de modifier leur langage, qu'il s'agisse de parler, accent et mimique gestuelle. Ils ne possèdent pas la clé qui leur permettrait de s'adresser à l'enseignant, conformément aux usages de l'institution. Même si la familiarité est de mise, une distance doit toujours être observée en classe, tout ne peut pas y être dit et la communication obéit à des règles implicites. En examinant certaines formes relativement récentes de chahut, qui ne sont même pas spontanément dirigées vers la personne de l'enseignant, chahut anomique, selon l'expression de J. Testanière, G. La Passade remarque que les perturbateurs paraissent parfois ignorer dans quel lieu ils se trouvent, 1993 sur 23. Tout se passe comme si on observait chez certains enfants une sorte de carence de socialisation, qui porte précisément sur leur impossibilité de fonctionner dans un rapport interactif hiérarchique. Ils ne savent pas qu'il y a des niveaux de langue propres à chaque lieu institutionnel, R. Laborderie, 1991 sur 84. Rien ne permet d'affirmer que cette impossibilité soit d'emblée provocatrice. Si elle passe pour une agression et contestée dans son rôle, la comprend comme telle et adopte une attitude défensive immédiatement interprétée comme une agression immotivée. Chaque enfant, dès lors qu'il est scolarisé, doit apprendre à se référer à deux systèmes normatifs parfois antagonistes. Il arrive parfois que la solidarité de groupe empêche de dénoncer celui qu'on réprouve. La morale du groupe est plus contraignante que la morale du maître. Lorsqu'un enseignant fait un appel public à la déclaration au nom du civisme, il atteste d'une superbe ignorance du fonctionnement du groupe enfantin. Quiconque parvient à se repérer dans ces deux systèmes, à louvoyer entre eux, fait la preuve de son intelligence sociale. Au reste, il convient bien de noter que lorsque nous parlons de système normatif, nous ne pensons pas que chacun de ces systèmes soit parfaitement structuré et cohérent. Il serait même plus juste de parler d'ensemble de sous-systèmes. Aucun enfant ne s'adresse à tous les adultes de la même manière. Par exemple,
Le rapport hiérarchique qu'il entretient avec ses parents est en général bien plus souple que celui qu'il entretient avec son enseignant. Les enfants mettent en place des stratégies complexes de relation aux adultes, en jouant avec un rapport hiérarchique souvent très élastique. Dans les dernières classes de l'école élémentaire, chaque nouvel enseignant est testé dès les premières minutes par le groupe qui définit ainsi subtilement la marge de manœuvre dont il pourra bénéficier. Il est clair que la règle du jeu est l'objet d'une négociation implicite et permanente. R. Sirota, 1988/75. Les rapports des enfants entre eux sont tout aussi complexes. Des relations de pouvoir se tissent et les échanges se font selon des règles implicites. Tous les enfants ne disposent pas des mêmes libertés au sein de leur propre groupe. Il leur faut apprendre quel est le statut de chacun avant de s'adresser à lui, car toute erreur et tout manquement aux usages pourront passer pour une agression. Les enfants les plus habiles seront ceux qui maîtriseront ces sous-systèmes parce qu'ils comprennent mieux que d'autres, que tous les adultes n'ont pas le même statut et que tous les enfants ne sont pas égaux. Il apparaît clairement à la lecture de certaines recherches que les enfants qui montrent le plus d'habileté sociale ont, dans le cadre d'organisations ou d'associations, des contacts répétés avec d'autres groupes que le groupe scolaire. Nous pourrons par exemple constater ultérieurement que la pratique d'activités périscolaires est souvent associée à une image sociale positive. Les activités périscolaires nous paraissent importantes parce qu'elles indiquent une ouverture de l'enfant sur d'autres lieux que l'école. Il ne fait aucun doute que pour près de la moitié d'entre eux, les enfants des milieux modestes pâtissent de leur non-participation à des activités structurées et institutionnalisées différentes de l'école. Nous avons là un évident facteur de discrimination sociale. R. Establet, 1987, faisant le point sur les activités du mercredi dans le cadre d'une association, constate qu'elles concernent 76% des enfants de cadre supérieur, 62% des enfants d'employés et 57% seulement des enfants d'ouvriers. Nous sommes parvenus à des résultats voisins. Le souci d'occuper leurs enfants hors du temps scolaire est tel chez certains que R. Sirota, 1988/169, a pu comparer les mercredis à un véritable parcours du combattant. Plus précisément encore, A. Henrio van Zanten, 1990, montre que dans les quartiers défavorisés, les familles qui s'en sortent croissent pour leurs enfants des activités hors quartier qui leur permettent de diversifier leurs expériences sociales. On mentionnera plus loin ces parents qui, par dérogation à la carte scolaire, choisissent pour leur enfant une autre école, dans un autre quartier. Tout porte à croire que l'enfant s'enrichit à fréquenter des groupes différents. C'est pourquoi disposer de plusieurs réseaux est toujours un signe de décloisonnement et bien souvent du niveau d'insertion. P. Duret, 1996/90. Ce que constate également Avulbo, 1992. L'aptitude à changer de rôle suppose une capacité à arborer le bon masque adéquat à chaque instant. T. Parsons cité par M. Postic, 1979, établit une distinction entre ceux qui s'identifient à l'enseignant ou qui reconnaissent son rôle en tant que modèle, et ceux qui s'identifient au groupe de pairs. Les premiers, selon lui, entameront des études supérieures tandis que les autres ont déjà renoncé aux valeurs scolaires. Il est probable que la différence est loin d'être aussi claire. Les plus adaptés sont incontestablement ceux qui maîtrisent plusieurs registres, dont ceux qui sont requis dans les relations avec les adultes. Les compétences et habiletés sociales de l'écolier semblent être inextricablement liées aux performances scolaires. L'intelligence sociale se confondrait alors avec la compétence à s'intégrer à tout groupe possible, par connaissance a priori du rôle à tenir. Il existe des enfants qui ne maîtrisent que leur rapport de dépendance à l'adulte et se maintiennent à distance de leurs compagnons de classe. Ils ne fréquentent que des adultes et s'essayent à parler comme eux. Si leurs résultats scolaires n'en pâtissent pas, il n'est pas sûr qu'ils ne souffrent pas aussi de leur isolement. Nous ne doutons pas cependant qu'ils représentent une informe minorité, puisque au hasard de nos questionnements aux instituteurs, 2 cas seulement nous ont été rapportés. Il s'agissait d'après l'un de nos interlocuteurs, de 2 garçons, bons élèves, manifestement peu aimés de leurs compagnons de classe mais indiscutablement respectés et écoutés. Les enfants qui ne savent vraiment interagir qu'avec leur père sont manifestement beaucoup plus nombreux. La relation à l'adulte. Les relations entre enfants restent peu lisibles au sein de la classe. En un sens, elles sont restreintes voire faussées par la présence de l'enseignant. Dans la classe, l'instituteur représente l'institution.
Il incarne non seulement la connaissance, mais aussi la loi et le pouvoir. C'est lui qui a le droit d'enclencher, d'entretenir ou d'arrêter tous les échanges, affirme Vázquez-Bronfman et I. Martinez 1996. Elle rappelle que les relations entre enfants sont très souvent interprétées de façon dévalorisante par l'institution scolaire, qu'il s'agisse de bavardage, de distraction, d'irresponsabilité, de chahut ou d'indiscipline. Mais l'autorité du maître, si grande soit-elle, ne peut empêcher la communication entre enfants. L'expression des élèves en classe ne se comprend pas seulement par rapport à l'enseignement, mais traduit tout un réseau de communication entre élèves, véritable comportement social, ressenti et toléré partiellement par le maître, G. Genevois, 1992/94. Le climat dépend en partie, mais en partie seulement du niveau de tolérance ou de connivence de l'enseignant. A. Vázquez-Bronfman et I. Martinez ibidem parlent à ce sujet de défis tempérés de la part des élèves, qui sont autant de transgressions aux interdits sociaux de l'institution et forment une organisation importante dissimulée à l'adulte. Quel que soit le degré de sympathie qu'il éprouve pour l'enseignant, tout enfant se sait sous surveillance et ne peut communiquer avec les autres qu'en observant quelques règles élémentaires de prudence. Le bavardage est souvent une transgression, il s'accompagne de ces manœuvres d'évitement dont parle Goffman 1970. On persiste à manifester respect et politesse, on fait preuve de discrétion. La relation à l'adulte se tisse sous le regard des autres. L'habileté sociale consistera alors à trouver un compromis entre les exigences sociales du groupe, au nom de la solidarité, et le règlement de la classe, au nom de l'obéissance à la loi ou de la simple prudence. Il s'agit de n'être ni trop loin de l'enseignant ni trop près, car dans ce dernier cas l'ostracisme est réel. Si l'on est du côté du prof, on ne peut plus être avec les élèves, P. Jubin 1991/105. Le rôle de l'enseignant est alors primordial. Un des objectifs lointains de l'éducation est l'accès à la citoyenneté. Or, cet apprentissage de l'égalité citoyenne se fait en collaboration et sous le contrôle d'adultes investis d'un pouvoir qui les met en situation de supériorité. Le tact pédagogique consiste alors à faire comprendre aux enfants que ce pouvoir est délégué à l'adulte sans pour autant lui appartenir, que l'autorité n'est pas arbitraire, que l'éducation doit être un lent cheminement vers l'égalité. Il est clair que si l'enseignant met en pratique la coopération et encourage à la fois l'esprit communautaire et la résolution des conflits, les enfants développent de plus grandes capacités à négocier et à établir une intimité avec les autres. R. de Vries, 1997/71. Bien que les relations adulte-enfant et enfants-enfants se situent sur deux plans différents et souvent antagonistes, il n'en demeure pas moins que ces deux domaines sont interdépendants. L'ambivalence du respect traduit bien cette interdépendance, c'est finalement le même respect qui est dû à l'adulte et aux compagnons de classe. Les enfants se différencient donc par l'aisance qu'ils montrent à s'adapter à des situations diversifiées et à s'adresser à des interlocuteurs différents. Les habitudes familiales jouent ici incontestablement un rôle essentiel. C'est d'elles que dépend en grande partie cette compétence sociale d'adaptation. Achanouf, JP et Assomat parlent à ce sujet de clairvoyance normative, 1995/75. Ils montrent que les sujets se différencient en fonction de la connaissance qu'ils ont des normes sociales. Cette clairvoyance peut être dévoilée au travers d'entretiens ou de questionnaires, à partir du jugement que les enfants portent sur un comportement social rapporté. Achanouf et al. insistent dans leur article, ibidem, sur la distinction à établir entre la connaissance de la norme et son utilisation quotidienne. La clairvoyance normative ne porte que sur la connaissance de la norme, qui apparaît alors comme une condition suffisante d'adaptation sociale. Pour se soumettre aux normes, il faut au moins les connaître. Or, certains enfants en difficulté de scolarisation semblent ne pas savoir que ces normes existent. Des conduites que nous interprétons comme des transgressions ne sont pas perçues comme des délits par leurs auteurs qui ignorent l'existence d'un système de valeurs, ou d'un autre système de valeurs que le leur qui condamne leurs actes. Certains élèves introduisent dans l'établissement des types de conduites qui sont ceux de leur milieu, de leur culture mais qui constituent des manquements à la civilité et à l'ordre scolaire, R. Ballion, 1997/53. Ou bien dit autrement, les formes de violence tiennent essentiellement au prolongement de conduites non scolaires dans les murs de l'école, F. Dubay, 1994/22.
Selon les conditions de vie quotidiennes, les normes scolaires paraissent plus ou moins étrangères. Depuis longtemps déjà, les sociologues ont démontré que les valeurs de référence de l'école étaient principalement celles des milieux aisés. Lorsqu'on parle de violence, de difficultés scolaires, c'est toujours dans les quartiers populaires. Certains enfants trouvent à l'école une situation de rupture. On peut même dire qu'on constate chez tous les enfants de milieux populaires français ou immigrés et très connotés sur le plan social et culturel, et les savoirs populaires très concrets et diversifiés, c'est l'année 1984. Plus cette rupture est marquée, plus l'effort d'adaptation demandé à l'enfant sera intense et la vraie différence est là, dans la capacité personnelle de chaque enfant à faire face à des problèmes qui lui sont étrangers et qu'on lui intime l'ordre de résoudre. L'insolence est alors le signe de l'impuissance. Elle marque une opposition à l'ordre adulte, au moins à celui de l'école. Parce qu'elle est publique, elle a aussi pour fonction d'assurer à son auteur un certain prestige auprès du groupe classe. Quand H. Malewska et Weber écrivaient 1972 que les normes reconnues par les perturbateurs différaient de celles des autres élèves et des professeurs, il aurait mieux valu préciser qu'une partie des normes était malgré tout commune aux perturbateurs et aux autres élèves. Le perturbateur en appelle à la solidarité du groupe. Qu'importe que cette solidarité fasse défaut ou non, l'essentiel c'est qu'on montre publiquement son opposition à l'enseignant. Les enseignants expérimentés savent bien qu'il suffit parfois de discuter en tête-à-tête avec le perturbateur, pour que celui-ci, privé de son public, perde au moins provisoirement un peu de son arrogance. La violence pourrait bien être l'expression de l'impuissance à fonctionner sur des registres différents et même contradictoires. L'enfant en difficulté de scolarisation, dévalorisé en permanence par le système, peut alors refuser totalement d'adhérer aux valeurs que l'école lui propose ou lui impose. En revendiquant le stigmate de leur exclusion, certains jeunes finissent par exister par cette seule marque extérieure, par une visibilité sociale dépréciée. L'éducation de civisme tente à rompre cette logique de la victimisation imposée puis revendiquée. J. Stalascu 1992. Quelle socialisation ? Il est probable que cette double socialisation, en dépit même des nuances que nous avons apportées, est autrement plus complexe. Chacune de ces socialisations peut être plus ou moins pervertie. L'adulte peut, en imposant son autorité, donner à l'enfant un modèle déplorable auquel celui-ci se soumettra par contrainte. Dans le groupe enfantin, des petits tyrans peuvent de la même manière faire régner la terreur. Il est probable que toute attitude de soumission qui ne se réduit pas à une simple prudence nuit à l'émergence d'une authentique intelligence sociale. La distinction qui s'impose et que nous retrouverons par la suite appliquée à d'autres situations est celle des pratiques et des princes. La socialisation se confond indiscutablement avec l'acquisition et la mise en pratique de règles de conduite qui facilitent l'intégration de la personne. Or, la distance entre les principes et les pratiques est parfois considérable. Entre la socialisation idéale préconisée par l'école, l'apprentissage de la citoyenneté, et la socialisation réelle, l'apprentissage de la soumission à l'arbitraire de l'adulte, il y a toute la différence entre le dire et le faire. Il faudrait savoir exactement quelles leçons l'enfant tire des modèles qui lui sont proposés. La socialisation scolaire peut, sous l'influence d'enseignants irresponsables, s'orienter vers un apprentissage de l'hypocrisie et de l'opportunisme. La socialisation groupale se heurte aux mêmes écueils. En l'absence de tout contrôle, elle peut amener l'individu à ne plus voir que son seul intérêt. Aux règles morales se référant à une véritable intelligence sociale, s'opposent ainsi des règles empiriquement induites de situations parfois injustes occasionnellement vécues. Or, on pourrait dire que l'apprentissage de la socialisation à l'école se situe à 3 niveaux. Les normes doivent être connues, niveau du savoir, elles doivent être pratiquées, niveau du savoir-faire, et le sujet doit y adhérer, niveau du savoir-être. Seul l'accès au 3e niveau permet de parler d'une socialisation réussie. Toutes ces considérations nous invitent à regarder la classe comme une sorte de microcosme. L'enfant y fait l'apprentissage de la vie en société au travers de multiples échanges et de multiples concessions. La classe est un groupe dont on peut examiner l'organisation, la structure et les valeurs. Qu'apprend-on à l'école et comment ? Longtemps, les programmes scolaires ont paru aller de soi. Ils incarnaient la science, les valeurs universelles et la conscience nationale. Pourtant,
Les programmes sont souvent fabriqués, ils ne sont pas indépendants des intérêts des groupes sociaux et de leur culture. De plus, il y a loin des programmes affichés aux programmes réellement enseignés aux élèves et retenus par eux. Les élèves ne sont pas seulement des réceptables passifs, ils doivent apprendre un métier, ils doivent construire un sens guidant leurs apprentissages. On peut alors se demander quelle est l'efficacité et la portée des diverses méthodes et des diverses formes de l'organisation scolaire. Il y a 3 grands principes. L'école socialise à une culture universelle. Cette socialisation est indispensable à la formation d'un sujet autonome. La hiérarchie scolaire est conforme aux besoins fonctionnels de la société. Ces 3 éléments sont au cœur de la croyance dans l'éducation comme force de progrès et d'intégration sociale. La culture scolaire est objectivement une grande culture nationale et rationnelle, qui arrache peu à peu les enfants à leurs appartenances et à leurs identités sociales particulières. Parce qu'elle est universelle et progressive, l'école établit le règne de la raison et de l'autonomie personnelle. Ainsi, plus un individu est socialisé par l'école, plus il est éduqué, plus il devient un sujet libre et autonome, maître de ses jugements et conscient des contraintes de la vie en société. Enfin, l'école ne peut être celle de l'égalité des chances, elle doit, plus simplement, promouvoir les talents de chacun et dégager une élite rationnelle et légitime. On peut donc considérer que cette sociologie, ainsi esquissée, présente une conception à la fois positive et enchantée de l'éducation correspondant à la formation d'une école nouvelle. Cette évolution vers la complexité participe à l'analyse des mutations de l'école, elle ne procède pas des seules aventures de la recherche. Elle signifie aussi que l'école a changé. L'école centrée sur ses fonctions d'intégration républicaine, enfermée dans des mécanismes de reproduction institutionnelle, est progressivement remplacée par une école déchirée entre les objectifs divers. Elle doit proposer une culture commune à tous les élèves. Elle doit dégager diverses élites et tenir compte des contraintes de l'emploi. Surtout, elle doit former des sujets autonomes et capables d'apprendre tout au long de la vie. Cette école n'est plus véritablement une institution homogène. Elle résulte du succès même du projet de massification démocratique, mais elle n'est pas pour autant prise dans la crise continue dont beaucoup se plaignent. En fait, l'école a changé de nature. Elle accomplit aujourd'hui ce qu'on ne lui demandait pas hier. Aussi, la sociologie de l'éducation a-t-elle multiplié ses approches, ses problèmes et ses paradigmes. En même temps, elle participe de plus en plus à la formation des politiques scolaires, elle définit les problèmes, et parfois, elle esquisse des réponses plurielles. Bref, la sociologie de l'éducation fait de plus en plus partie de l'école elle-même, et si elle ne nous dit jamais exactement ce que l'on doit faire, elle trace les cadres à l'intérieur desquels peut se construire notre liberté. C'est pour cette raison que la sociologie de l'éducation ne concerne pas seulement les sociologues, mais qu'elle doit être le bien commun des enseignants et des différents chercheurs. Les faits sociaux consistent en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu, et qui sont doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui. Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe, qu'il exerce ou est susceptible d'exercer sur les individus. Les institutions constituent cet ensemble d'actes et d'idées que les individus trouvent en naissant, qui sont antérieures à chacun et qui s'imposent à tous, mais elles vivent, se transforment. La sociologie a pour but de les étudier. L'éducation est l'opération par laquelle l'être social est surajouté à l'enfant et l'adapte à cette contrainte qu'exerceront sur lui les institutions. Quand on entreprend d'expliquer un phénomène social, il faut rechercher séparément la cause efficiente qui le produit et la fonction qu'il remplit. Faire voir à quoi un fait est utile n'est pas expliquer comment il est né, comment il est ce qu'il est, un fait peut exister sans servir à rien. À la recherche d'une explication sur la valeur impérative des institutions sociales, Durkheim découvre l'opinion, système de représentation collective qui exprime l'état de la société. Les institutions n'existent que par les représentations que s'en fait la société, leur force vient des sentiments qu'elles inspirent. Pour lui, l'explication doit être de nature sociologique. La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents, et non parmi les états de la conscience individuelle. La fonction d'un fait social doit toujours être recherchée dans le rapport qu'il soutient avec quelque fin sociale. La pensée de Durkheim que Malinowski considérait comme le père du fonctionnalisme oscille entre une explication historique,
L'origine première de tout processus social doit être recherchée dans la constitution du milieu social interne et une attitude que l'on qualifierait aujourd'hui de fonctionnelle. Confondant parfois la recherche des origines et la découverte des fonctions, il tente une conciliation en déclarant qu'il faut utiliser ces deux points de vue de façon indépendante. Cependant, Durkheim rend un immense service à la sociologie en la débarrassant du finalisme historique. Cette forme d'utopie, obstacle à son développement scientifique. Le contexte et l'environnement de l'école évoluent à des vitesses exponentielles. La quantité d'informations explose et des choix s'imposent dès lors en matière de savoir à transmettre. Plus que jamais, se fait sentir la nécessité de définir des essentiels à tous les niveaux scolaires, dans la perspective de centrer l'école non pas sur tout ce qu'il est possible de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.